Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec, pour m'accompagner ce soir, Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match. Bonsoir Lou. Bonsoir. Et merci d'être là aux côtés de Laurent Guimier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Adeline. Vous allez bien tous les deux? Très très bien. C'est parti pour le sommaire de Chaque Voix compte avec à la une ce soir, colis chinois et faillite française. Les conclusions de la mission d'information sur le contrôle des produits importés en France sont tout bonnement effarantes. 0,008% des colis qui arrivent chez nous sont contrôlés par les douanes. Alors la France se donne-t-elle vraiment les moyens de freiner ce tsunami? Ce rapport peut-il servir d'électrochoc à quelques jours de Noël alors que les commandes culminent? Eh bien nous en parlons ce soir avec Romain Eskenazi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste et vous avez présidé cette mission d'information sur les contrôles de produits importés en France. Vous allez nous raconter tout ce que vous avez découvert. À vos côtés, Grégory Carret, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Et bonsoir Yann Ambach. Bonsoir. Vous êtes administrateur des douanes et chef du bureau de la politique tarifaire et commerciale à la Direction générale des douanes et droits indirects. Merci d'être là parce qu'on a beaucoup de questions aussi à vous poser. À suivre aussi dans Chaque Voix compte, Lou Fritel et les off de Lou. De quoi allons-nous parler ce soir? Cette fois, je vous emmène à Rome, où une partie de l'élite nationale conservatrice s'était donné rendez-vous la semaine dernière. Ensuite, ce sera Quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Je vous parle d'un animal qui n'est pas arrivé par les colis de Chine et les plateformes, mais qui est plutôt dans vos grands magasins. C'est ce fameux loup d'Intermarché dont tout le monde parle. Je vous raconte les recettes du succès de ce coup de com' assez magistral. Et puis dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. Nous parlerons de la commission d'enquête parlementaire sur la santé mentale. Avec là aussi les conclusions d'un rapport qui sont hallucinantes. Nous en débattrons avec Nicole Dubré-Chirat, la présidente de cette commission d'enquête, Sébastien Saint-Pasteur, son rapporteur, et nous serons aussi avec Marie-Rose Moreau, qui est psychiatre et qui dirige le service de la maison de Solène à Paris. Nous attendons aussi vos réactions ou vos questions à nos invités. Vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche ici. À 20h30, rendez-vous avec Marco Pommier pour Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale. On parlera d'audiovisuel public notamment. Voilà pour le menu du soir. Installez-vous confortablement. Chaque Voix compte, c'est parti. Des sacs contrefaits, des jouets dangereux, des produits frelatés, des armes pourtant interdites. Le Père Noël n'est pas une ordure, mais il risque d'y en avoir un paquet dans sa hotte cette année des ordures. Et toutes ces petites merdouilles qu'on commande en un clic arriveront a priori sans encombre chez vous. C'est ce qu'on apprend à la lecture du rapport de la mission d'information sur les produits importés que vous avez présidé, Romain Eskenazi. Vos chiffres sont sans appel. 0,008% des colis qui arrivent en France sont contrôlés. 2 minutes pour comprendre avec Baptiste Garguy-Chartier. Des produits importés dans l'Union européenne et des contrôles quasi inexistants. Constat accablant d'un rapport présenté aujourd'hui à l'Assemblée. Fraude systématique Far West, mandataire fantôme. Le bilan est sans appel. Il y a eu un mouvement historique depuis 30 ans qui fait que nous nous trouvons dans une situation d'extrême faiblesse en matière économique. À Paris, les aéroports sont inondés de colis. 775 millions de paquets ont transité par la capitale l'année dernière, c'est 4 fois plus qu'il y a 3 ans. Des produits importés d'Asie principalement, souvent non conformes, provenant du commerce en ligne. Sur 1 million de produits importés dans l'Union européenne l'année dernière, seuls 82 ont été contrôlés et plus de 96% d'entre eux étaient contrefaits ou non conformes. Du mobilier, du matériel électronique, des bijoux, des jouets aussi, ou même encore des vêtements. Des produits dont les substances sont toxiques ou dangereuses pour le consommateur. Mais le rapport pointe aussi une concurrence déloyale aux entreprises françaises. Ce matin, le ministre du Travail appelle au sursaut. Il est temps de se défendre, il est temps de mettre en place des mécanismes solides, de se protéger. Il faut se protéger de produits qui ne sont pas aux normes, de produits qui sont dangereux, de produits qui sont en dumping social, il faut se protéger. Ça, c'est l'amont, c'est absolument vital, c'est une forme de guerre économique. Alors, quelles sont les marges de manœuvre? Les parlementaires auteurs du rapport listent 29 recommandations. La fin de l'impunité pour les sites comme Chine ou Temu, responsables des produits vendus sur leur plateforme. Une hausse de la taxe sur les petits colis, mesure déjà annoncée par la Commission européenne et qui entrera en vigueur dès l'été prochain. Enfin, l'envoi d'inspecteurs français en Chine et au Brésil est plébiscité pour mieux contrôler les conditions de travail. Les auteurs du rapport entendent bel et bien déposer une proposition de loi en début d'année prochaine.
D'ici là, ce sont environ 2 millions de colis qui transiteront chaque jour par la capitale. Alors Romain Eskenazi, je rappelle que vous avez présidé cette mission d'information. D'abord, est-ce que vous vous attendiez à ça quand vous avez lancé vos travaux il y a maintenant 6 mois ? Franchement, non. Pour être tout à fait franc, on a commencé nos réflexions, même si on comptait les élargir aux produits manufacturés, sur les produits agricoles. On relève que c'est environ 25% des produits agricoles qui ne respectent pas les normes françaises, 12% pour les normes européennes, les normes françaises étant plus strictes. Mais c'est au fil des auditions, notamment des fédérations professionnelles, fédération du textile, de l'ameublement, du jouet, de l'électronique, qu'on a réalisé l'ampleur du phénomène de ces petits colis. On a été accueillis aux douanes de Roissy et je tiens sincèrement à saluer à la fois le travail des douaniers, qui sont des femmes et des hommes de conviction, qui croient en leur métier, qui croient en la protection de notre économie, à la lutte contre la fraude, ça c'est pour le contrôle aux frontières, à la DGCCRF, donc la répression des fraudes qui, eux, contrôlent les produits à l'intérieur du pays. Mais ils sont absolument dépassés. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure, c'est 775 millions d'articles arrivés en 2024, c'était 410 millions l'année d'avant, et c'était 175 millions l'année d'avant. Donc vous voyez qu'on double chaque année pour arriver au chiffre pharaonique de 4,6 milliards à l'échelle européenne, ça veut dire 12 millions par jour. Vous pouvez me dire, c'est pas très grave si tout est conforme. Or, quand il y a des contrôles, il y en a eu un très important à Roissy fin 2022, sur 250 palettes, ils ont révélé plus de 95% d'irrégularités. C'est-à-dire qu'on déverse de manière massive des produits qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas nos normes, qu'on n'aurait pas le droit de fabriquer en France et qu'on n'a pas le droit de vendre en France. Et pourtant, on les achète librement sur Internet. Et même quand il y a des contrôles, c'était le cas en 2022, et bien derrière, ça n'aboutit pas à une fermeture administrative, alors que sur un commerce physique, je peux vous dire que si 95% des produits dans une boutique étaient frauduleux, il y aurait une fermeture préfectorale, un arrêté préfectoral de fermeture jusqu'à ce que la boutique se mette aux normes. Et donc, il faut adapter notre législation à ce nouveau mode de consommation, c'est-à-dire où le client devient de fait importateur. C'est plus un cargo qui arrive avec 2000 peluches, c'est une peluche qui arrive une par une, colis par colis, ce qui nécessite un travail pour les douanes qui est absolument démesuré. Donc, il faut changer la loi pour adapter la législation à la nouvelle réalité économique de ces commandes en ligne. On va y revenir, mais Yann Ambach, moi je voulais avoir votre sentiment après ces chiffres et ce rapport. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que vous êtes là à écoper l'océan avec votre petite cuillère ? Alors c'est vrai que le chiffre de 0,08% qui est évoqué, je pense d'abord qu'il faut le recontextualiser. Vous l'avez évoqué, monsieur le député, c'est que nous avons un nombre de contrôles qui est très important, 800 millions de colis de moins de 150 €, des centaines de millions de colis effectivement qui entrent sur le territoire français en 2024, et bien évidemment après le fret, ce qu'on appelle le fret traditionnel, qui également continue, et à juste titre, d'entrer sur le territoire national. Donc il y a des contrôles, les contrôles sont réalisés par les services douaniers, il n'y a jamais eu autant de résultats et de bons résultats de la part des services douaniers. D'ailleurs, les résultats sont en hausse sur les dernières années. Après, ceux auxquels nous sommes confrontés, auxquels sont confrontés les services de l'État, et notamment les services douaniers, c'est, je dirais, à une massification des flux liés au e-commerce. Vous évoquiez effectivement en 2022 170 millions de colis, de moins de 150 €. Aujourd'hui, 800 millions. Nous dépasserons sans doute en 2025 le milliard. Mais pour que les téléspectateurs comprennent bien, la mission des douanes, c'est pas de contrôler tous les colis qui arrivent en France. On parle de contrôle aléatoire. Alors, effectivement, le rôle de la douane, c'est d'assurer la gestion des flux physiques de marchandises. Et on s'appuie sur deux missions essentielles, la lutte contre les contrafics et la lutte contre la criminalité organisée, dans lequel s'inscrivent ces actions de contrôle, mais également l'accompagnement des entreprises. Il ne s'agit pas de bloquer les colis à la frontière pour éviter que les entreprises soient, je dirais, victimes, ne voient pas arriver leurs colis dans leurs entreprises. Donc nous devons contrôler moins et mieux. Et c'est pour ça que nous avons adapté d'ailleurs nos techniques de contrôle. De quelle façon ? Eh bien, avec des nouveaux dispositifs, avec également l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec des moyens... Alors, par exemple, à quoi sert l'intelligence artificielle dans les contrôles des colis qui arrivent de l'étranger ? Eh bien, cela va nous permettre notamment de cibler certains flux à risque, de cibler également... Par exemple, un avion qui arrive de Chine ? Par exemple, certains types de produits, certains types d'emballages. Cela va nous permettre de nous focaliser sur certains flux. La difficulté que nous avons aujourd'hui, et ça a été très bien rappelé, c'est que nous avons effectivement un changement de mode de consommation, je dirais, qui est lié au e-commerce. Et là où nous contrôlions auparavant des conteneurs, nous continuons encore à les contrôler aujourd'hui, mais nous avons un flux très important de e-commerce. Je vous prendrai deux chiffres, 21 400 000 contrefaçons saisies par les services douaniers l'année dernière, donc 90% des contrefaçons saisies. Sur ces 21 millions, vous avez près de 4 millions de contrefaçons qui ont été saisies sur chaîne de tri. Donc effectivement, ce sont des paires de chaussures qui sont sorties, des paires de chaussures de bijouterie fantaisie sorties. Donc on a un changement de notre métier qui est lié
à l'évolution de nos modes de consommation. Et donc il y a d'un côté les colis qui passent donc entre les mailles du filet parce qu'on ne peut évidemment pas tous les contrôler. Et puis il y a ceux que les douanes réussissent à contrôler. Et là, c'est ce qu'on disait dans le reportage, c'est l'autre chiffre de votre rapport, c'est le jackpot à tous les coups. 96,2% des produits contrôlés sont non conformes ou contrefaits. Qu'est-ce que vous aviez trouvé, vous, comme produit non conforme à Roissy ? Moi, c'est simple, j'ai passé 1 heure avec vos équipes, j'ai pas trouvé un produit conforme, donc de la contrefaçon, c'est des fausses cartes Pokémon, des jouets avec la norme CE écrite, mais la douanière m'a tout de suite dit non mais ça se voit que c'est pas dans le CE, elle a ouvert le paquet, elle a pu casser la lampe en un coup de main. C'était donc des produits qui sont faux, mais qui peuvent être potentiellement dangereux parce qu'ils ne respectent pas nos normes électriques, ils ne respectent pas nos normes techniques, ils ne respectent pas nos normes environnementales. Si finalement tous ces colis respectaient les normes, nous c'est pas un grief contre globalement le e-commerce. Le e-commerce peut, pour les PME locales françaises, être une opportunité d'exportation, une opportunité de développement d'activité. D'ailleurs, 75% des 150 000 sites de vente en ligne en France favorisent le Made in France, favorisent des produits qui respectent l'environnement. C'est vraiment ces 3 plateformes, et je ne voudrais pas qu'on se concentre sur Chine, parce qu'il y a aussi Temu, il y a aussi AliExpress, c'est la même chose. C'est effectivement ces plateformes qui profitent des failles de notre système, de notre droit qui ne s'est pas encore adapté, pour inonder le marché de produits qui sont proprement illégaux. Je voudrais qu'on prenne un objet au hasard, enfin pas totalement au hasard finalement, Grégory Carret, parce qu'il se trouve que l'UFC Que Choisir a mené il y a quelques semaines une enquête sur les chargeurs USB pour les téléphones, parce que c'est, semble-t-il, l'objet le plus non conforme qu'on trouve dans les contrôles des douanes. 57% des chargeurs contrôlés étaient non conformes. C'est le résultat auquel vous étiez parvenu, vous aussi ? Ah non, c'est beaucoup plus que ça. C'était plus que ça. Nous, alors c'est pas directement l'UFC Que Choisir, c'est nous avec nos partenaires européens qui avons réalisé ça. Et donc on a testé des chargeurs de téléphone, effectivement. Donc là, c'était quasiment tous qui étaient non conformes, plus de 95%, avec un vrai risque du coup pour l'acheteur et aussi pour les voisins de l'acheteur, parce que si ça prend feu, ça risque de créer des dommages aussi chez les voisins. Des jouets, les jouets, on était pareil, à plus de 95%. Mais sur les chargeurs, pardon, comment on reconnaît Quoi, le non conforme, Oui, comment on reconnaît un chargeur non conforme ? Ils sont soumis à un certain nombre de normes. Vous faites des tests de chute, vous les faites tomber, et puis vous regardez si l'enveloppe se désagrège, etc. Sur les jouets, vous vérifiez que les petites pièces ne peuvent pas se séparer. Pour pas que les enfants les avalent. Vous vérifiez que le compartiment des piles ne peut pas être tiré à la main. Et donc là, on a trouvé des jouets où effectivement le compartiment des piles, un enfant pouvait l'ouvrir. Bien sûr aussi, il y a des composés indésirables qui sont dedans, du formaldéhyde, etc. Oui. Donc toute une série de normes qui ne sont pas respectées. La plus simple étant la règle d'affichage, effectivement, NF. Alors celle-là, il n'y en a aucun qui le respecte dans tout ce qu'on a pu tester. On a testé aussi les bijoux. Alors dans les bijoux, vous avez du cadmium. Il n'y a pas que dans le chocolat, du coup, qu'il y a du cadmium. Des métaux lourds un peu gênants qu'on a dedans. Donc voilà. Moins gênant sur les bijoux, c'est 30%, mais alors sur les jouets, sur les chargeurs de téléphone, on était à plus de 95% de colis qui étaient non conformes. Et le souci, effectivement, quand on a contacté les plateformes, elles nous ont dit on les retire du marché. Pas gênant pour eux. Ils ont une offre qui est tellement titanesque que ces produits, de toute façon, à partir du moment où on les a signalés, je pense qu'ils n'étaient déjà même plus en vente. Ils ont été remplacés par des centaines d'autres exactement. Et donc, de la même façon. Effectivement, en cette période de Noël, forcément, les colis qui arrivent en ce moment en masse de Chine, notamment, c'est des colis de jouets. L'une des équipes de LCP a pu se rendre dans un laboratoire spécialisé des douanes qui vérifie justement la conformité des jouets importés. Ce laboratoire est à Villeneuve-d'Ascq, il y en a 2 en tout en France. Reportage de Maïté Frémont, Julienne Roland et Eva Billon avec Stéphanie Despierres sur le terrain. Contrairement aux apparences, ce technicien n'est pas en pause. Arbalète à la main, il est même en plein travail. Si la flèche part trop vite, elle peut blesser un enfant. Dans ce laboratoire des douanes, on contrôle de manière aléatoire les jouets qui arrivent en France. Très bien. Oui. On a reçu c'est une peluche, c'est un achat internet, tu vois, c'est sous vide. Il vérifie que les jouets destinés aux moins de 3 ans respectent les normes européennes. Tu as déjà du rembourrage sur les mains. Il y a du rembourrage. C'est incroyable ça. Il y a déjà du rembourrage. À peine ouvert, ça avec ce type de matériau de rembourrage, l'enfant il va mettre ça à la bouche. C'est pour les tout petits, ces jouets-là. Il peut s'étouffer avec. Premier test, vérifier la solidité des coutures, de la marmotte et de son sac à dos. Fabien applique une procédure minutieuse. Voilà, terminé. Donc là, c'est une non-conformité.
car la couture s'est ouverte et on voit que la bourre est accessible. Fabien sait déjà que la marmotte n'est pas aux normes et qu'elle peut être dangereuse pour un bambin. Deuxième test, la résistance au feu. Il approche la peluche d'une flamme durant quelques instants. On a un trou et une brûlure sur la peluche, mais la peluche s'est éteinte, elle est dite auto-extingible, donc là le résultat est satisfaisant. Et la séance de torture n'est pas finie. Fabien va jusqu'à découper entièrement la marmotte pour vérifier qu'il n'y a pas d'objet tranchant oublié à l'intérieur. La bourre sera aussi analysée pour s'assurer qu'elle ne contient pas de substances toxiques. L'année dernière, un quart des marchandises saisies par les douanes françaises étaient des articles de sport, des jeux ou des jouets. Les plus à la mode, comme les laboubous, se retrouvent au cœur des saisies. Vous trouvez des peluches célèbres et réclamées par les enfants. Vous pouvez voir que certaines sont d'une qualité très médiocre, puisqu'à la première utilisation, certaines pièces commencent à se détacher. En septembre, dans l'Est parisien, les douaniers ont mis la main sur plus de 50 000 faux laboubous. De manière générale, la contrefaçon explose. On a des produits qui nuisent à l'économie, mais aussi des produits qui nuisent aux consommateurs et des produits qui de plus en plus nourrissent des réseaux criminels. C'est l'exploitation par les réseaux criminels de toutes ces possibilités offertes par la contrefaçon, possibilité de gagner de l'argent de façon assez rapide et moins risquée. En 2024, la douane a saisi plus de 21 millions d'articles contrefaits. C'est 4 fois plus qu'en 2020. Là, on parle de jouets qui vont donc se retrouver dans les mains de nos enfants, de nos tout-petits. Comment expliquer aux parents qu'on a laissé entrer chez eux des bidules dangereux pour un bébé ? Bien écoutez, parce que l'état de droit s'est moins vite adapté à ces nouvelles pratiques commerciales. C'est simple, par rapport à ces laboratoires-là, quand vous avez dans un conteneur, et c'est le cas aussi, je prends l'exemple d'Amazon ou d'autres sites de vente en ligne, ils vont faire venir d'un seul coup 2000 peluches dans un conteneur. À ce moment-là, on en prend 3 et les douanes, effectivement, font des tests en laboratoire. S'ils ne sont pas concluants, ce sont les 2000 peluches qui sont rejetées. Là, vous avez une seule peluche qui arrive, donc ça n'est pas possible de faire des tests en laboratoire parce qu'il y a un seul produit qui doit être livré en consommateur. Il faut être conscient que c'est directement l'atelier, dans la banlieue de Shanghai ou je ne sais où, qui va faire livrer directement au consommateur et donc il n'y a pas d'importateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Et la plateforme dit, moi c'est simple, je suis une place de marché, je mets en relation le producteur et l'acheteur, vous avez un problème, contactez le producteur. En Chine c'est impossible, il doit avoir un mandataire sur le sol européen en disant, monsieur, là on vous donne une amende, vous retirez votre produit, c'est pas aux normes, sauf que le mandataire c'est une boîte aux lettres en Italie avec un code postal en Allemagne, un numéro de téléphone en France, autant vous dire, c'est un fantôme. Donc on ne peut pas s'en prendre à la plateforme, on ne peut pas s'en prendre au producteur, on ne peut pas s'en prendre au mandataire. Donc il y a effectivement un vrai trou dans notre législation par rapport à ces nouvelles pratiques-là, et c'est le sens de la proposition. Et Grégory Carré, est-ce que le problème, c'est que du coup, on ne s'en prend pas aux consommateurs ? Non, alors il faut que le consommateur comprenne en fait comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que ce que vous achetez, c'est vérifié, c'est contrôlé. C'est une confiance entre vous et le vendeur. C'est toujours comme ça que ça se passe, et les autorités vont être là après pour éventuellement faire aléatoirement un certain nombre de contrôles pour vérifier que vous n'êtes pas en danger. Ça peut être un restaurateur, on va vérifier qu'effectivement les cuisines sont bien propres, etc. S'il ne le fait pas, il peut avoir une sanction, une obligation de mettre aux normes, et s'il continue, il sera fermé. C'est comme ça que ça se passe. Tout ce que vous achetez n'est jamais, quasiment jamais... Mais est-ce que vous, à l'UFC Que Choisir, vous voyez que ça bouge ? C'est-à-dire, vous êtes aussi des lanceurs d'alerte, vous faites vos propres enquêtes sur des produits, et notamment sur des jouets. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience qui commence ou pas ? Alors... peut-être, oui, ça a changé, un peu, peut-être. Mais vraiment, ça fait très longtemps qu'on plaide dessus. Nous, ça fait sur Chine, mais on ne va pas parler que de Chine, mais sur Chine, on avait d'abord dénoncé le fait qu'ils utilisent, vous savez, des dark patterns, c'est-à-dire que quand vous êtes dessus, ils mettent des comptes à rebours, ils mettent des messages, attention, très incitatif. 3 minutes encore pour acheter ça. Vous êtes sûr que voilà des choses qui vont même culpabiliser. On avait dénoncé ça. On avait dénoncé effectivement le problème de pollution, de non-respect des règles au niveau des producteurs. Ça ne marchait pas, ça ne trouvait pas un écho énorme. Et puis là, on a testé effectivement la sécurité des produits, mais ça n'a pas eu beaucoup d'écho, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé au-delà. Il a fallu qu'il y ait une poupée immonde qui soit dénoncée par la répression des fraudes. Là, ça a marqué les gens. Mais des produits non conformes, effectivement, on en trouve énormément. Alors, ou peut-être que les choses changent un peu, c'est que les chiffres de vente semblent montrer, en tout cas pour Chine, un mois de novembre pas bon.
Alors, il faut dire qu'il a fermé une partie de sa marketplace, donc peut-être ça peut s'expliquer comme ça. Il y a aussi une enseigne de grands magasins à Paris qui s'est ouvert et qui a ouvert une boutique Chine et qui, bon, semble-t-il, n'a pas du tout freiné le déclin dont elle était victime. Donc peut-être qu'il y a une petite prise de conscience. Malgré tout, je peux vous raconter une anecdote. On vend, nous, des livres par correspondance. Là, en ce moment, on n'en livre pas parce que la Poste nous dit, compte tenu du tarif que vous faites, ça ne nous intéresse pas. On a d'autres priorités. On va d'abord livrer les colis. Et donc, là, les colis, la livraison de colis, c'est titanesque. Vous allez dans n'importe quel petit commerce, vous allez voir qu'ils marchent quasiment plus en faisant de la livraison de colis que leur propre activité. J'étais il n'y a pas longtemps dans le sud de la France, dans une région assez enclavée. Et en fait, les réseaux de livraison étaient tellement débordés que c'était un particulier qui s'était mis à faire cette activité-là. Et ce particulier, qui était pourtant dans un village complètement inaccessible, avait des milliers de personnes qui venaient tous les jours chercher des colis. Donc, d'un côté, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a une prise de conscience, mais de l'autre, malheureusement, quand je constate ça, vous voyez, limite, on aurait pu faire une actualité en se disant, mais mon colis, sera-t-il livré à Noël ? Parce qu'il y a une abondance de colis, c'est vrai que c'est titanesque. Alors je ne vois pas comment les douanes, les pauvres, quand on leur a dit que vous allez devoir ouvrir tous les colis, je pense qu'il ne faut pas mesurer ce que représente 1 million pour reprendre un film. Yann Ambach, à tout le moins, vous réclamez quand même des effectifs supplémentaires parce qu'on parle de l'aéroport de Roissy, on n'a pas parlé des ports, où arrive aussi la marchandise par bateau. Alors, on est sur une autre problématique. L'aéroport de Roissy, effectivement, concentre 90% du e-commerce en France. Donc, effectivement, et c'est là où sont une partie des effectifs douaniers. On est en pleine révolution, nous aussi, dans nos méthodes de travail, dans nos méthodes d'investigation, dans les moyens qui nous sont alloués. Alors, certes, avoir des douaniers en plus, je dirais, c'est sans doute des colis en plus d'ouverts, mais derrière cela, il y a surtout aussi des nouvelles méthodes d'investigation et des nouveaux moyens à mettre en œuvre qui sont pour nous indispensables. Vous évoquiez les actions de sensibilisation. Les actions de sensibilisation, c'est également des axes vers lesquels on travaille, également en matière de lutte contre la contrefaçon notamment. Nous avons certes cette mission répressive que l'on connaît, que le grand public connaît, mais nous avons également une mission d'accompagnement des titulaires de marques pour que nous puissions connaître leurs produits, et nous avons des actions de sensibilisation auprès des grands publics. Et les choses semblent changer pour la contrefaçon. Je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais néanmoins, cela fait partie aussi d'une de nos missions. Ce que dit votre rapport, Romain Eskenazi, c'est que tout ce qui entre en France doit respecter nos normes. Votre rapport liste 29 recommandations pour reprendre le contrôle des produits importés. Il y a notamment la hausse de la taxe sur les petits colis, sachant que la Commission européenne vient de décider d'une taxe de 3 € par article qui s'appliquera le 1er juillet prochain. Votre taxe va s'ajouter à la taxe européenne ? Non, c'est une proposition qui s'inscrit dans quelque chose qui était déjà dans les tuyaux. Mais très franchement, c'est plutôt pour apporter des moyens pour les douanes que pour un effet dissuasif. Quand vous avez un colis à 120 et qui va passer à 123, c'est pas ça qui va fracasser. Moi, j'ai 2 propositions majeures que je retiens sur les 129. La première, c'est intégrer dans le droit français la notion d'importateur présumé. Pour contrer ce que je dis tout à l'heure, on ne peut pas s'attaquer aux producteurs en Chine, c'est pas possible. S'il n'y a pas de mandataire sur le sol européen, comme c'est la loi, et qu'on ne peut pas s'adresser à quelqu'un pour dire que le produit n'est pas conforme, pour faire un procès, etc., on prend acte que c'est une boîte aux lettres vide. À ce moment-là, de fait, ça devient le site internet Chine, Temu, AliExpress qui devient responsable du produit et qui ne peut plus dire je suis juste une place de marché, je ne fais que mettre en relation. Non, ils auraient dû vérifier qu'il y avait bien un mandataire sur le sol européen. Si ce n'est pas le cas, ils deviennent de fait responsables et pourront recevoir les amendes des douanes. La deuxième proposition, qui est issue de notre déplacement à Roissy, c'est d'intégrer la notion de présomption de non-conformité. Je reprends mon exemple de peluche. Les douanes ont contrôlé une peluche rose, ils l'ont testée, elle est non conforme, fausse norme CE, dangereuse pour les enfants. Très bien, elle est rejetée, elle est renvoyée, on envoie une amende. Eh bien, un deuxième colis avec la même peluche qui arrive. C'est une déclaration différente, c'est un produit différent, ils doivent refaire la même procédure. Ils ne s'en sortent pas, il faut que dire, très bien, on a déjà contrôlé cette peluche, elle était rose, elle est devenue bleue, c'est la même peluche, il y a une présomption de non-conformité, on n'a plus de procédure à faire, on met l'amende automatiquement. Et pour moi, ces 2 mesures-là, c'est vraiment les 2 mesures qui pourront demain aboutir à une fermeture potentielle du site, parce que grâce à votre action et à celle de répression des fraudes, justement, on avait pointé que Chine avait de fausses promotions. Ils ont eu 40 millions d'euros d'amende. 40 millions d'euros d'amende, c'est quand même énorme. C'est 0,1% de leur chiffre d'affaires. Donc on aura beau mettre des amendes délirantes, la seule chose qu'ils comprendront, c'est on ferme votre business. On vous prive de ressources financières parce que vos fraudes sont systémiques. Et ça, aujourd'hui, dans le droit français, on ne peut pas le faire alors qu'on le fait avec notre boulanger du coin parce qu'il n'a pas respecté les normes de la baguette. Donc ça n'est pas possible. Et donc j'espère, et j'ai posé une question au gouvernement tout à l'heure, que j'aurai un soutien du gouvernement
gouvernement pour une procédure accélérée et qu'on change notre droit pour l'adapter à ces nouvelles pratiques commerciales. Grégory Carré, le rapport, il propose aussi de lancer une campagne nationale de sensibilisation. Alors, j'imagine qu'à l'UFC Que Choisir, vous avez déjà réfléchi à des slogans, peut-être, non? Non. Non, on essaie effectivement d'édifier le consommateur, d'éduquer le consommateur, de lui expliquer effectivement que son acte d'achat est aussi un acte citoyen. Bon, parmi nos lecteurs, je pense qu'il y a quand même, c'est pas les plus compliqués à convaincre. Oui, quand on lit Que Choisir, c'est qu'on est déjà acteur de sa consommation. Maintenant, il y a tout un public qu'il va falloir effectivement édifier. Il y a une boutique qui est en train de s'ouvrir qui s'appelle TikTok Shop, pardon. Bon, c'est la première application téléchargée en France. Voilà. C'est celle qui parle le plus au jeune public. Bon, effectivement. C'est là qu'il faut aller faire une campagne. Oui, mais bon, le problème, c'est que TikTok est là-dedans jugé parti. Donc, comme la Poste, ils vont vous dire non. Par ailleurs, votre rapport propose d'envoyer des inspecteurs français en Chine pour contrôler les conditions de travail et la conformité des produits. Est-ce bien nécessaire de leur payer des billets d'avion? On sait quand même ce qui se passe dans ces ateliers. Oui, mais en fait, ce qu'on a réalisé dans nos auditions, c'est que vous aviez un certain nombre de fédérations de textiles du meuble qui disaient « Mais moi, si je veux exporter aux États-Unis, j'ai des Américains qui viennent contrôler comment je produis. Si je veux exporter en Chine, j'ai des Chinois qui viennent contrôler, ça pose d'ailleurs la question du secret et de respect du secret industriel, qui viennent voir comment je fabrique mon chargeur. » Et donc comment là, ça se vous voulez fait une clause miroir, en fait. En tout cas, une forme de réciprocité. C'est une des propositions, mais effectivement, je mettrais plutôt en avant les deux premières dont je vous ai parlé. Et sur la sensibilisation, notre but, c'est pas culpabiliser le consommateur. On va se parler franchement, il y a une crise de pouvoir d'achat en France. Quand vous avez un produit le même 4, 5, 10 fois moins cher et qui a l'air d'être légal et en vente libre, c'est pas illogique qu'ils les achètent. Mais pour autant, moi j'ai commencé la présentation de mon rapport en disant en toute humilité en tant que député, une carte de crédit a aujourd'hui plus de pouvoir sur le monde qu'une carte électorale. Quand vous achetez, vous avez un impact sur la fiscalité, sur l'emploi, sur le réchauffement climatique, sur la santé, etc. Et donc il faut que les femmes et les hommes soient quand même conscients que leur achat a des conséquences sur le monde qui les entoure. Et si justement il y a un problème de pouvoir d'achat, c'est parce qu'il y a une désindustrialisation, des boutiques qui ferment. En achetant sur Chine, on contribue à renforcer ce phénomène, à faire qu'il y ait encore moins d'usines. Le serpent se mord la queue. Exactement. Rien qu'en 2024, c'est 1500 boutiques de vêtements qui ont fermé en France. Et donc il faut être conscient que quand on fait des achats, on dit c'est dommage, il n'y a plus rien dans le centre-ville, il n'y a plus de commerce de proximité. Oui, mais en achetant sur ces sites-là, on contribue à les faire fermer encore plus. Sans les culpabiliser, il faut en tout cas qu'ils soient conscients des conséquences de leur achat. Et ça a un effet, la preuve. Sur Chine, 45% de baisse de chiffre d'affaires en un mois parce qu'on n'a pas envie de donner de l'argent à une entreprise qui fournit des poupées pour les pédophiles. Eh bien, je pense que si on continue ces campagnes de sensibilisation, ça pourra avoir un effet, mais je pense que l'effet massif, c'est de remuscler notre état de droit pour que l'état de droit ne soit pas une opportunité pour déverser des produits illégaux par centaines de millions, mais que la République devienne un moyen de protéger l'économie, les consommateurs et l'environnement. Eh bien, merci Romain Eskenazi d'être venu nous parler de votre mission d'information ce soir. Merci Yann Ambach, on souhaite bon courage aux douaniers en cette période de Noël. Merci bien. Et merci Grégory Carré, l'UFC Que Choisir. C'est quoi la une d'ailleurs du nouveau numéro de Que Choisir? C'est une enquête sur quoi ce mois-ci? L'hexane, c'est un produit dérivé de pétrole qu'on trouve dans beaucoup d'aliments. Et donc, j'invite les parlementaires et les douaniers à jeter un coup d'œil. Vous allez voir. Regardez ça. Merci en tout cas à tous les trois. Dans un instant, on va parler d'un autre rapport alarmant, celui de la commission d'enquête sur la santé mentale, ou quand il ne suffit pas de décréter une grande cause nationale pour qu'elle le devienne vraiment. Mais avant cela, c'est Lou Fritel et ce sont les off de Lou. Lou, tous les chemins mènent à Rome et ça tombe bien parce que vous y étiez la semaine dernière pour Paris Match, ma chère Lou, pour couvrir un événement très particulier. Une gigantesque kermesse nationaliste organisée par Giorgia Meloni. Je me suis immergée pendant 10 jours, 100% conservateur. Cette kermesse est Atreju, c'est son nom. Ça a été fondé par Giorgia Meloni en 1998. À l'époque, c'était embryonnaire. Et en 30 ans, c'est devenu le carrefour des nationaux conservateurs européens, au moins. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé Son parti Fratelli d'Italia est devenu majoritaire et dominant dans sa coalition. Elle fait la une aujourd'hui des magazines du monde entier, y compris le Time, pour n'en citer qu'un, et pourtant on criait au péril de l'état de droit au départ. Et moins médiatique, mais essentiel pour comprendre ce qui est en train de se jouer, son parti
a fait une véritable razzia aux européennes et aujourd'hui fait partie d'un groupe pivot au Parlement européen et c'est pouvoir politique fait qu'aujourd'hui il y a un vrai changement de paradigme, par exemple sur tout ce qui concerne le Green Deal européen, etc. Donc le résultat c'est quoi ? C'est que Giorgia Meloni devient un modèle pour les droites européennes et qu'on a assisté à une véritable démonstration de force la semaine dernière. Alors, vous parlez de l'élite conservatrice. Mais concrètement, on a pu croiser qui dans cette kermesse ? Déjà, côté français, pour rester juste sur ce banc. Il y avait des Français. Il y avait des Français et il y avait la Française par excellence côté nationaux conservateurs, c'était Marion Maréchal qui est une habituée du rendez-vous. Elle est eurodéputée, elle siège avec Fratelli d'Italia au Parlement européen. Il y avait aussi Thibault de Montbrial qui est un médiatique avocat plutôt figure métapolitique carrefour de l'Union des droites en France. Et puis il y a plus surprenant, des gens un peu plus internationaux, l'acteur de Desperate Housewives qui jouait Dave Williams pour qui s'en souvient, Neil McDonough ou encore l'international italien que vous connaissez bien, mon cher, Gianluigi... Je connais plus, Gigi que l'acteur de Desperate Housewives. Gigi Buffon. Gigi Buffon, qui aujourd'hui est sous une sévère polémique pour avoir participé donc, à ce rassemblement. Et puis, il y avait quelques opposants politiques, en fait, masse d'opposants politiques à Giorgia Meloni, pas des moindres, c'était les anciens premiers ministres italiens, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, qui étaient là pour débattre avec leurs adversaires. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. C'était assez lunaire quand vous venez de la France, où au contraire, tout est assez tendu. C'était pas l'an dernier non plus. L'an dernier, vous aviez quand même des invités internationaux du calibre de Elon Musk, qui était venu avec son fils, ou encore de Javier Milei, qui était sans sa tronçonneuse. Sans sa tronçonneuse. Il était un peu plus calme. Mais cette édition 2025 regorgeait quand même de certaines particularités et surprises. Alors racontez-nous, on est tout oui. Vous vous souvenez d'ECR, les conservateurs réformistes européens dont je viens de vous parler. Ce groupe a une fondation, comme tous les groupes au Parlement européen, s'appelle New Direction. Et New Direction organise chaque année une soirée en mode, non pas red carpet, mais blue carpet, avec escalier, etc. C'est les Margaret Thatcher Awards. Et c'est la récompense des principales personnalités conservatrices dans le monde. Et en l'occurrence, qui a été la primée entre tous, c'était Giorgia Meloni qui a reçu le titre officieux de nouvelle dame de fer italienne. Alors, tout ce décorum, ça peut paraître très kitsch, un peu surfait, mais en réalité, ça vient souligner quand même un fait indéniable. Lequel ? L'insolente stabilité du gouvernement italien, c'est le 3e gouvernement avec la plus grande longévité dans l'histoire de la République italienne. Et demain, si vous aviez des élections, il va y en avoir dans un an et demi à peu près, Fratelli d'Italia, c'est 31%. Son principal opposant, le Parti démocrate, c'est 22%. Et au sein de sa propre coalition, elle met x4 à ses alliés de droite. Donc, ça tient du miracle en Italie. Mais la question, parce qu'en politique, c'est jamais simple, c'est de savoir si ça ne va pas tenir du mirage, plutôt. Merci, grazie mille, Lou. Ouais. On passe à Quelle histoire et à Laurent Guimier. Et ce soir, Laurent, vous avez choisi de nous parler de ce loup végétarien de la pub Intermarché qui dévore tous nos écrans depuis quelques jours. Oui, tout le monde parle de cette pub ou a vu cette pub sous forme de petits films d'animation pour Noël. Vous allez en voir quelques images. L'histoire de ce loup qui devient végétarien pour être accepté à la table du réveillon des animaux de la forêt. C'est une très jolie fable. Et la musique de Claude François, évidemment, emballe tout. Mais le vrai tour de force des mousquetaires, c'est d'avoir transformé cette pub, j'allais dire cette simple pub, en sujet de conversation, en objet politique à part entière, de telle sorte que le gentil loup VG et par extension la marque Intermarché sont partout depuis plusieurs jours. Vous nous dites que tout cela n'est pas dû au hasard. Comment les mousquetaires d'Intermarché s'y sont-ils pris ? Ils ont utilisé les deux armes préférées des géants de la grande distribution. À ma gauche, un drapeau tricolore et à ma droite, un patron qui mouille le maillot. Je vous explique. Premier ingrédient donc, de ce buzz Intermarché, vous l'avez vu à longueur d'article depuis une semaine, cette pub, c'est un petit film pas cher. Une petite agence française qui l'a fabriqué et surtout réalisé sans intelligence artificielle, contrairement aux grands méchants studios américains. Ce récit fonctionne tellement que le loup est entré dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale cet après-midi. Je vous l'annonce, vous allez le voir lors des questions au gouvernement. Question de Madame Calvez, EPR, sur le succès de nos studios de dessin animé. Écoutez bien ce qu'elle dit.
Cette production d'un studio, là aussi français, de Montpellier, eh bien, dépasse les frontières. Peut-être parce qu'il a été fait sans aucune IA, peut-être aussi parce qu'il a un propos intéressant, celui du vivre ensemble, dont nous avons profondément besoin. Alors vous l'avez entendu, hein, c'est bingo pour les mousquetaires qui, dans notre inconscient, avec cette pub, sont les rois du circuit court. Et ça tombe bien pour un géant de la grande distribution. Et alors ce qui est fou, c'est que toute l'entreprise est mobilisée pour le faire savoir, puisqu'on voit beaucoup le patron d'Intermarché sur les plateaux télé en ce moment. Hein, et ça aussi, ça tombe bien au moment où les Français vont faire les courses du réveillon, hein, de voir le patron d'Intermarché. La pub Intermarché, le loup, et maintenant la peluche du loup de la pub sont devenus une info à part entière qui passe aux 20h. Regardez, c'était avant-hier soir sur France 2. J'ai une petite surprise, je ne suis pas venu seul, Noël approche, donc voilà, il est là. Ah, la peluche, la fameuse il est là, peluche. il est un peu impressionné, c'est son premier 20h, ah oui. Mais il est ravi de le faire avec vous. Vous m'avez ramené la peluche que tout le monde veut. Et puis c'est celui, surtout, la pièce unique qui a tourné dans la pub. Donc c'est vraiment lui qui a tourné dans la pub. C'est lui. Voilà, hein, monsieur Cotillard, je suis jalouse. Patron de mousquetaires, je n'ai pas de peluche, je suis désolé. VRP de la peluche aux 20h, c'est quand même du grand art. Alors cela dit, Thierry Cotillard est loin d'être le seul patron de la grande distribution à se mettre en scène pour défendre sa marque. C'est devenu des stars. Exactement, et c'est mon deuxième ingrédient, le narratif du patron qui se bat, qui incarne physiquement sa chaîne d'hypermarché. C'est une tradition bien française. Regardez comment Édouard Leclerc, Édouard, le papa de Michel Édouard, racontait le début de l'aventure dans les années 60, que dis-je, de l'épopée des centres Leclerc. Je doutais de moi. Et certaines nuits, je me levais pour recommencer mes comptes, pour voir si je ne me trompais pas. À force d'entendre dire autour de moi que j'étais fou, je finissais par le croire. Et lorsque je fus convaincu, c'est alors que j'ai pris les premiers adeptes et nous sommes partis dans cette grande aventure. Vous avez entendu, Adeline, Leclerc parle bien de ses adeptes. Le combat presque messianique contre la vie chère, repris par Michel Édouard, et on le sait depuis 40 ans quasiment, en personne, qui marque à la culotte ses concurrents. Regardez, il encense sur LinkedIn la pub du loup Intermarché, et il prend un témoin, son ami Thierry Cotillard d'Intermarché, qui, je cite, va devoir faire d'énormes efforts culinaires pour traverser son magasin sans mater la cave à maturation de sa boucherie. Tiens, je vous donne un dernier exemple de PDG qui joue au petit commerçant, qui incarne le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, qui lui est très présent sur Instagram et qui est très souvent au milieu de ses employés pour incarner, là encore, son enseigne. Bon, jusqu'où iront-ils ? Pas étonnant qu'on se prenne à imaginer un Michel-Édouard Leclerc entrer en politique, en fait. Oui, et Leclerc en a peut-être rêvé, et Papin l'a fait. Serge Papin, PDG de Système U, lui aussi VRP en chef de son enseigne pendant 13 ans. Ben on le sait, il vient d'entrer au gouvernement en charge des PME et d'e-commerce. Alors au fond, derrière notre gentil loup végétarien, j'y reviens quand même, il y a peut-être une meute de futurs candidats qui s'ignorent encore. Merci beaucoup, Laurent Guimier. On passe à la question qui fâche. Et nous parlons ce soir de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap qui a présenté ses conclusions aujourd'hui. Et ce n'est pas une surprise, ça va mal. Les besoins des Français sont toujours plus grands et leur prise en charge, elle, ne s'améliore pas, voire se dégrade. J'accueille pour en parler sur le plateau de Chaque Voix Compte Nicole Dupré-Chira. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Ensemble pour la République et présidente de cette commission d'enquête. Merci d'être là aux côtés de Sébastien Saint-Pasteur, député socialiste et rapporteur de cette même commission. Bonsoir. Merci Sébastien Saint-Pasteur d'être là. Et j'accueille également Marie-Rose Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, vous êtes chef de service à la Maison de Solène à Paris et vous publiez « Bye bye l'angoisse, vivre en bonne santé mentale » chez Casterman. C'est Valérie Brochard qui vous pose ce soir la question qui fâche. Regardez. Pendant 10 semaines, l'Assemblée nationale a tenté de faire la lumière avec des heures d'audition, des centaines de questions pour dresser un état des lieux et surtout trouver des réponses. Et parmi les 60 personnalités interrogées, celui qui a en quelque sorte inspiré cette commission en faisant de la santé mentale une grande cause nationale. Moi, ma propre famille était confrontée à une question de santé mentale grave. Probablement l'engagement personnel ou la sensibilité personnelle compte. En tout cas, elle a compté pour moi.
Les professionnels de santé ont soulevé de gros problèmes de prise en charge de la santé mentale, largement insuffisante face aux besoins et très souvent mal adaptée. La défenseure des droits a dressé un bilan accablant. Un Français sur 3 sera confronté à un trouble psychiatrique au cours de sa vie et la réponse des pouvoirs publics reste insuffisante. Les patients sont confrontés à de nombreux obstacles, des délais d'attente excessifs pour obtenir un rendez-vous, des ruptures de soins fréquentes des patients qui se retrouvent en errance sanitaire et des inégalités territoriales criantes. Autre mise en lumière et non des moindres, la hausse brutale des pathologies mentales chez les jeunes. Ils sont particulièrement affectés depuis la pandémie du Covid-19. Mise en cause, l'Éducation nationale dénonce un manque de suivi après les alertes lancées par les établissements scolaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas de système d'alerte suffisamment au point pour que en tout cas à ma connaissance, pour que lorsqu'un médecin scolaire ou une infirmière scolaire signale une situation de faiblesse, de vulnérabilité psychologique ou de détresse psychologique, il puisse y avoir un rendez-vous sans délai chez un professionnel de santé, une fois encore, que ce soit en médecine de ville ou en milieu hospitalier. Comment tous ces manques sont-ils possibles alors que, d'après ses calculs, la Commission évalue l'investissement de l'État à 64,5 milliards d'euros pour le handicap et 27,8 milliards pour la santé mentale. Des chiffres probablement sous-estimés faute de données consolidées. Un bilan amer qui conduit à cette question qui fâche. Comment la santé mentale est passée de grande cause nationale à grande cause oubliée ? Sébastien Saint-Pasteur, vous dites que l'action des pouvoirs publics ne semble pas à la hauteur d'une catastrophe annoncée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des moyens considérables qui sont mis sur la table, mais qui sont mal déployés. Et le but de cette commission d'enquête, c'est pas forcément de dire s'il faut dépenser plus ou s'il faut dépenser moins, mais qu'il faut dépenser mieux. Et pour cela, la prévention, notamment, est un outil insuffisamment valorisé et qui pourrait éviter des coûts, notamment en termes d'hospitalisation, de rupture de parcours. Et cette culture-là, elle est insuffisamment présente dans la définition de nos politiques publiques. Le rapport met en garde contre l'état alarmant de la santé mentale en France et il alerte, on l'a entendu, sur une hausse brutale des pathologies mentales chez les jeunes. Nicole Dupré-Chirat, on se doutait que depuis le Covid, les jeunes n'allaient pas bien. Qu'est-ce que vous avez découvert au cours de cette commission ? Alors, on a découvert qu'avant le Covid, déjà, on avait des symptômes qui existaient, qui sont liés aussi au contexte anxiogène général, je dirais, ou des fois familial, aussi aux réseaux sociaux, quand même, qui majorent les troubles. Et le Covid, avec le confinement et l'isolement et le fait d'utiliser plus les réseaux sociaux, a précipité les phénomènes qu'on a vu poindre, qui sont quand même beaucoup des troubles anxio-dépressifs. On bascule de temps en temps dans la maladie mentale, mais heureusement, un grand nombre ont des troubles anxio-dépressifs qui se retrouvent dans une période où on a une majoration de ces troubles et à l'inverse, on a une diminution du nombre de professionnels disponibles en regard. Ce qui fait qu'on a deux courbes qui se croisent et qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc il nous faut trouver des réponses adaptées dans un parcours gradué, d'avoir du dépistage précoce. Là, on entendait le ministre de l'Éducation nationale, de repérer à l'école le plus tôt possible, d'orienter vers la bonne personne, qui peut être l'infirmière scolaire, le psychologue scolaire, le médecin généraliste, le psychiatre si besoin, ou le pédopsychiatre. Il faut trouver un système gradué et une réponse adaptée aux besoins de manière à pouvoir répondre et éviter l'aggravation aussi de ces troubles chez des jeunes qui peuvent basculer effectivement dans un besoin de suivi psychiatrique plus important. Marie-Rose Moreau, vous y êtes confrontée chaque jour à ce mal-être des jeunes. Vous avez d'ailleurs été entendue par la commission d'enquête. Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui ? Alors oui, je suis indignée. C'est de la colère, de l'indignation. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens et vous avez raison. Sens précis. Je suis indignée par deux choses. Premièrement, le constat, non pas du mal-être, parce que le mal-être, c'est important, il faut le prendre en compte justement, mais c'est dans le parcours. Mais moi, je suis indignée par la souffrance psychique de ces jeunes gens, de ces adolescents, de ces enfants adolescents, et de la difficulté des familles, parce que quand un enfant va mal, tout le monde va mal dans une famille. Donc c'est vraiment...
important. Donc, indignation devant le fait que ça augmente inexorablement. C'est vrai, ça avait commencé avant le Covid, hein, ça il faut le dire. Et deuxième source d'indignation, c'est qu'on sait les repérer, on sait les diagnostiquer, on sait les soigner, toutes ces souffrances. Alors, où est le problème ? Eh bien oui. Et donc, c'est pas comme si on était devant quelque chose qui nous dépasse, où on n'a pas les indications, on n'est pas devant l'inconnu. Techniques. Non, on n'est pas devant l'inconnu. On est devant des situations que de plus en plus de professionnels savent, par exemple, diagnostiquer. Je pense, par exemple, aux pathologies des tout-petits. Les bébés aussi ont des souffrances psychiques avérées. Une anorexie, une dépression, des troubles du développement. Il y a quelques années, on était incapable de bien diagnostiquer ces situations chez les bébés. Et or, bien s'occuper des bébés, c'est aussi de la prévention pour demain. Hein, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, on sait. Et il y a plein de professionnels qui se forment. Il y a eu beaucoup de... Pareil sur, par exemple, la dépression des adolescents. Quand moi j'ai commencé à m'en occuper il y a une trentaine d'années, c'était des diagnostics approximatifs avec plein d'erreurs diagnostiques. On n'était pas capable de bien poser les indications, donc on était beaucoup moins efficace, etc. Aujourd'hui, on sait poser un diagnostic, on a des outils pour poser des diagnostics de la dépression chez les adolescents spécifiques aux adolescents. Oui. C'est-à-dire, c'est pas comme les adultes, c'est pas comme les enfants. On a, comme on dit, plus de faux diagnostics. C'est-à-dire que vraiment, on sait faire. Et on peut apprendre à plein de gens à le faire. Donc, je vous repose ma question. Où est le problème ? Et donc, parce que là, on a l'air de tout savoir faire. Non. Je dis que ça, c'est justement, c'est là l'indignation. On a progressé. Tout ça, voilà. Tout ça, c'est des vrais progrès. Eh bien, d'abord, on manque. Il y a des problèmes d'organisation, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait attendre, on répond pas assez vite, etc. Et puis, sincèrement, il y a des problèmes d'effectifs, quoi. C'est vraiment incroyable. Si vous saviez l'énergie qu'il faut déployer pour simplement remplacer une infirmière, une psychologue, un pédopsychiatre qui s'en va, mais c'est très, très difficile dans tout... en particulier dans tout le secteur public, parce que la psychiatrie, le secteur public de la psychiatrie est très fort et très important, et c'est d'ailleurs quelque chose d'important en France. Donc c'est un effort, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que ça ne va pas de soi. La santé mentale, en particulier des jeunes, n'est pas prise au sérieux, elle n'est pas considérée comme une priorité, ni comme une grande cause nationale. Donc on manque de tout, on manque de tout. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on part toujours au plus pressé. On va s'occuper beaucoup des urgences. Mais on va, par exemple, si on doit faire une thérapie, on doit voir un enfant toutes les semaines, eh bien, peut-être qu'on va le voir que tous les 15 jours ou les 3 semaines. Or, et ça, les études le montrent bien, si vous ne faites pas les choses dans les règles de l'art, en particulier l'intensité des soins, eh bien, ce n'est pas efficace. Donc, vous voyez, c'est ça, là. Oui. Vraiment, c'est un manque de moyens pour Sébastien Saint-Pasteur, votre commission, elle portait sur les moyens engagés. De l'argent, il y en a. On l'a vu, les dépenses de l'assurance maladie s'élèvent à 27,8 milliards d'euros en 2023. C'est plus que pour les cancers. En fait, l'argent, il est mal utilisé. C'est aussi ce que nous dit Marie-Rose Moreau. Comment faire pour flécher correctement cet argent et pour que les progrès qui ont été faits depuis toutes ces années en matière de détection des maladies mentales, en psychiatrie, comment faire pour que ces progrès, en fait, ils servent d'abord à soigner les gens ? L'exemple que vous prenez, ce chiffre de 28 milliards d'euros, est assez intéressant parce qu'en fait, c'est du curatif. L'assurance maladie, c'est les psychotropes, c'est des prises en charge en fait hospitalières, c'est de ça dont on parle. Et en gros, l'idée, c'est de passer d'une logique de dépense à une logique d'investissement social. Si on flèche la dépense de façon plus pertinente sur les interventions précoces, on évite après des coûts qui sont des trajectoires de vie pour les enfants concernés, si on reprend l'exemple des adolescents dégradés, si les prises en charge sont trop tardives. Et puis, vous avez parlé à très juste titre des familles. C'est souvent des familles qui sont, pour l'un des deux membres, en obligation d'arrêter de travailler pour coordonner les parcours des enfants. Souvent, c'est les mères, malheureusement. Et tout ça, ça coûte à la société. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une logique de retour sur investissement social. C'est de ça dont vous parlez dans le rapport quand vous parlez des coûts évités ? Les coûts évités, c'est exactement ça. C'est en gros
gros, si vous prenez en charge de façon efficace, pertinente, adaptée une situation, comme l'a très bien expliqué le docteur Moreau, vous pouvez après réussir à changer des trajectoires de vie et à apaiser en fait le fardeau financier de la prise en charge publique. Une hospitalisation qui est évitée, ça coûte beaucoup moins cher à la société et c'est vraiment ça l'enjeu. Laurent ? Il y a des pays un peu exemplaires où les choses marchent mieux, dont on pourrait s'inspirer ? Sur certains secteurs, oui. Sur certains, alors, je ne connais pas de pays idéal où l'ensemble des Si vous le connaissez, vous nous le dites, on y va tous bien sûr, ensemble. je le dirai tout de suite. Un exemple, quelque chose qui... Oui, alors, par exemple... Les Scandinaves. Alors, spontanément, je pensais plutôt au Canada. Au Canada, où, alors pour les âges que je connais bien, où la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes, étudiants, mais enfin tous ceux qui rentrent dans la vie active aussi, est vraiment une cause, une belle une cause, vraie si cause j'ose dire, nationale. une vraie cause avec des vrais moyens. Et là, mais par exemple, que font-ils que nous ne faisons pas et dont nous pourrions nous inspirer? Et là, on a toute la chaîne. Exact. Ben, on a toute la chaîne parce que les interventions, le repérage, les informations, l'éducation thérapeutique, les informations précoces des adolescents, par exemple, et de leur famille, c'est bien comme idée. Mais s'il n'y a pas tout de suite une intervention, c'est-à-dire s'il y a aujourd'hui des interventions qui se font, mais des prises en charge qui se font 6 mois, 1 an plus tard, à cet âge-là, ça n'a aucun sens, ça ne marche pas. Et bien justement, au Canada, si vous regardez cette tranche d'âge, vous vous rendez compte qu'il y a l'ensemble de l'ensemble. Ça va des interventions extrêmement précoces, y compris par exemple le bien-être. Ça, c'est le bien-être des étudiants, le bien-être des adolescents. Donc ça fait partie de la prévention, mais vous avez toute la chaîne. Mais si vous avez besoin de soins, vous les avez tout de suite. Mais par exemple, le Canada, ils ont combien de soignants par habitant ? Parce que vous le dites, en fait, la première chose dont on manque, c'est des psys. Comme organisation, ils ont une tradition de travail en extra-hospitalier depuis très longtemps, dans les centres communautaires. Donc, les systèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous, on a une difficulté, c'est qu'on travaille en silo. On a le médical d'un côté, le médico-social un peu à côté, et le sanitaire encore à côté. Donc, les liens ne se font pas entre les structures. Mais je voulais dire quelque chose aussi sur le budget. Faut faire attention parce que quand on sort le chiffre global, en fait, il y a une énorme proportion qui est liée à la prescription d'antidépresseurs et de psychotropes, notamment chez les adolescents, de façon inadaptée, renouvelée, qui ont des conséquences souvent graves, qui sont assurées beaucoup par les médecins généralistes, faute d'aller au contact d'un psychiatre pour demander un conseil. Donc ça fait une grosse partie, parce que c'est pas les hospitalisations qui sont la grosse partie, notamment chez les adolescents. Vous voyez, vous aussi, quand les ados ils arrivent chez vous, Marie-Rose Moreau, on leur a donné des prescriptions d'antidépresseurs, par exemple, qui sont tout à fait inadaptées. On ne leur a pas donné de prescriptions d'antidépresseurs, on leur a donné, la plupart du temps, des prescriptions d'anxiolytiques. C'est-à-dire juste de baisser l'angoisse. Et parce que les antidépresseurs, d'abord, il faut savoir un peu les prescrire chez les adolescents, et puis que ça fait très, très peur à ceux qui ne sont pas spécialisés. Donc oui, je vois des mauvaises prescriptions. Et d'autres, vous savez que le premier traitement de la dépression chez un adolescent, c'est une psychothérapie. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un anxiolytique, bien sûr, mais c'est même pas un antidépresseur. Encore faut-il qu'il accepte la psychothérapie. Et encore faut-il qu'on fasse des psychothérapies adaptées, qui soient acceptables. Mais je voudrais prendre un deuxième exemple. Vous avez demandé parce que j'ai une question aussi à Sébastien Saint-Pasteur sur un dispositif en particulier. Très rapide. La Finlande. La Finlande, les psychologues à l'intérieur de l'école qui font du soin pour tous les adolescents, eh bien, c'est à peu près... Il y a à peu près 50 fois plus de psychologues en Finlande à ratio égal qu'en France à l'intérieur de l'école. Des psychologues qui font du soin et pas de l'orientation, du soin. Ça, c'est magnifique. On était allé un peu vers ça, Sébastien Saint-Pasteur, avec le dispositif Mon soutien psy. Vous le critiquez dans le rapport. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Alors, Mon soutien psy a fait l'objet d'une évaluation par le gouvernement. On rappelle que c'est le remboursement de 12 séances d'accompagnement psychologique par an. Mon soutien... 50 €, je crois. 50 € de tarif de la consultation. Exactement. Donc en fait, ça coûte à peu près, de mémoire, 170 millions d'euros à l'État. Est-ce que cet argent, il est alloué de façon optimale ?
vous avez une durée moyenne de suivi qui est de 4,7 séances selon le rapport qui a été remis par le gouvernement, et vous avez surtout une population plutôt favorisée qui accède. C'est plutôt apprécié parce qu'il n'y a pas de prescription, c'est facile d'accès, mais peut-être que c'est un peu à côté de la cible. Et on peut interroger légitimement, je ne dis pas qu'il faut tout jeter à la poubelle, le fait qu'on puisse flécher peut-être un renforcement des CMP, peut-être en milieu scolaire une consolidation des accompagnements, c'est des choses en fait qui se discutent. Et ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que ce dispositif fait l'objet d'une évaluation. Il y a d'autres dispositifs qui existent. Moi, je pense à un dispositif qui est en région bordelaise qui s'appelle Remède. Vous parliez de mauvaises prescriptions sur les médecins généralistes, qui permet d'avoir une liaison entre les médecins généralistes et des psychiatres pour essayer d'avoir la meilleure orientation possible. Parce que du jour au lendemain, on en discutait ce matin, on n'aura pas une multiplication par 10 des pédopsychiatres. Donc on va devoir faire avec l'existant pendant un certain temps, et c'est comment on fait avec ces ressources existantes pour les avoir de la façon la plus optimale devant les personnes qui sont concernées le plus par ces sujets. On manque de psy parce qu'il y a un problème de vocation aussi ? Non, c'est une spécialité qui est très peu choisie, les psychiatres, les pédopsychiatres encore moins. Ils sont d'avant-dernier choix des étudiants en médecine. Pourquoi ? Vous le savez maintenant ? Parce que peut-être ça fait peur aussi. Marie-Rose Moreau, ça fait peur la profession de pédopsychiatre ? C'est une profession magnifique et très gratifiante, mais c'est une profession où il y a énormément de responsabilités. Oui. Et surtout, comme dans beaucoup de métiers dans un cercle vicieux. Moins il y a de pédopsychiatres et moins il y a de psychiatres, mais pour les pédopsychiatres, je connais bien parce que je m'en occupe en Ile-de-France, moins il y a de pédopsychiatres, plus la responsabilité est grande et elle paraît effectivement parfois un peu trop grande. Et donc, mais attention, moi je crois qu'il faut... Il y a des régions encore en France, il y a des universités en France où il n'y a pas de professeurs de pédopsychiatrie. Ça veut dire quoi ? On ne forme pas de pédopsychiatres dans certaines régions. Quand même, c'est quand même extrêmement... Il y a une inégalité territoriale, de toute façon, même dans la répartition des psychiatres existants. Mais comment on fait pour y remédier ? Il faut en former plus. Il faut en former plus, mais bon, il faut que les gens choisissent, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on impose, c'est une formation longue. Et en attendant d'en avoir plus, ce qui est le souhait de tout le monde et la mise en œuvre de la formation, ça n'empêche que ça demande 10 ans en moyenne. Donc, dans ces 10 années, il faut trouver d'autres possibilités de prise en charge des patients. Et moi, je ne suis pas en total accord sur mon soutien psy, parce que je pense que mon soutien psy, c'est un dispositif qui a permis à des jeunes, mais pas que des jeunes, et à aussi pas mal de femmes majoritairement, pas forcément que des gens aisés, puisque maintenant c'est remboursé contrairement à avant, et ça permet de traiter une partie de la population qui ne sera ni hospitalisée, ni passée dans un contexte de parcours de psychiatrie. Donc je pense que chacun, là où il est à sa place, peut avoir un rôle du dépistage jusqu'à la prise en charge finale avec une graduation de son parcours. Donc je pense que c'est très important de faire qu'on utilise toutes les possibilités pour traiter au bon moment et de façon assez rapide pour éviter l'aggravation. Lou, un tout petit mot ? Oui, juste une question. On parle justement soit c'est un problème global, on a un problème avec notre système de santé. Est-ce que la fin du numerus clausus, ça va, dans les 10 ans à venir, permettre justement de former plus, d'avoir plus de moyens Oui, mais à condition qu'on ait les gens pour les former, ces pédopsychiatres et ces psychiatres. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils choisissent cette filière-là, mais c'est surtout qu'il faut qu'il y ait un prof en face d'eux. Il faut qu'il y ait un prof et une équipe. On va les chercher où, ces professeurs ? On va les chercher à l'étranger ? On les crée, on crée les postes. Mais avant oui, mais faut avant, on crée les postes, il y a des candidats possibles dès maintenant. On crée les postes, et les postes n'existent pas. C'est-à-dire, encore une fois, il y a des régions entières où on ne forme pas de pédopsychiatres parce qu'il n'y a pas de professeurs de pédopsychiatrie. C'est étonnant, c'est absolument incroyable, mais c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit, mais on ne sait pas. Mais si, on peut former plus de pédopsychiatres, on peut mettre plus de psychologues dans des tas d'endroits, en particulier dans les CMP, parce que les CMP... Attendez, les CMP, c'est les commissions mixtes paritaires pour nous, LCP.
les centres médico-psychologiques. C'est les centres médico-psychologiques, mais aussi à l'école. On peut mettre plus de psychologues cliniciens à l'école, etc. En tout cas, la santé mentale est à nouveau grande cause nationale en 2026. Vous savez quoi, je vous propose de revenir dans un an pour faire un point, pour voir si cette fois-ci ça a marché. Merci à tous les trois. Vous pouvez rester là parce que tout de suite, c'est Bourbon Express, c'est le journal de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de CMP dedans, c'est promis. C'est Marco Pommier tout de suite. La CMP, on se garde ça pour vendredi. On en reparlera demain. Bonsoir Marco. Bonsoir Aline, ça va? Ce soir, dans Bourbon Express, on parle d'une autre commission d'enquête, celle sur l'audiovisuel public, qui a beaucoup fait parler aujourd'hui, et dès ce matin. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La journée a commencé fort. Vous le disiez dès ce matin, avec le rappel à l'ordre signé Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, à destination du député UDR Charles Aloncle, le rapporteur de cette commission d'enquête. Je suis en train effectivement de rappeler à l'ordre le rapporteur pour lui demander effectivement de revenir à un respect de nos règles et de nos usages, de telle sorte que la crédibilité de la commission d'enquête ne soit pas remise en cause. Et dans le viseur de Yaël Braun-Pivet, les live tweets de Charles Aloncle pendant les auditions, les convocations aussi annoncées par voie de presse, réaction quasi immédiate de Charles Aloncle ce matin sur les réseaux sociaux. Une présidente de l'Assemblée nationale ne devrait pas dire ça. Je mènerai ma mission jusqu'au bout sans faillir et sans céder à la moindre intimidation. Vous la suivez, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public? Moi, j'ai regardé tout à l'heure un peu avant de venir. Alors justement, on va parler de l'audition du jour avec Marco. Quelques heures après Yaël Braun-Pivet et le tweet de Charles Aloncle, nouveau rebondissement, cette fois avec les propos de Jérémy Patrié-Létus, le président de la commission. Oui, c'était vers 15h30, juste avant en fait le début de l'audition de Sybille Veil, la présidente de Radio France. Jérémy Patrié-Létus donc a commencé par une mise en garde. Je ne peux accepter que pour chercher à me discréditer ou à discréditer les travaux de notre commission, des contre-vérités grossières soient proférées, des fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, des mensonges qui remettent en cause mon intégrité et ma probité soient relayés. Quelle ambiance, Jérémy Patrié-Létus, qui évoque des pressions exercées par des groupuscules anonymes, alors il prévient. Si de tels faits se reproduisent, mon avocat a d'ores et déjà reçu instruction d'engager toute action juridique et judiciaire pour faire cesser et sanctionner de tels agissements. Voilà, donc la mise au point faite, les députés ont poursuivi les auditions et ils ont donc entendu Sybille Veil, la patronne de Radio France. Près de 4 heures d'audition au total, l'occasion pour la PDG du groupe de défendre l'une de ses stations les plus critiquées, France Inter. France Inter n'est ni de droite ni de gauche, a-t-elle affirmé, tout en rappelant l'importance du réseau Radio France qui, selon elle, ne coûte presque rien en français. Pour 80 centimes, nous proposons 44 radios locales. Et en tant qu'élu, vous savez combien les médias locaux contribuent à l'animation des territoires. Et l'audition se déroulait plutôt calmement. Oui, c'est le cas de le dire. Oui. Jusqu'à une énorme tension entre le président de la commission, Jérémy Patrié-Létus, et une députée insoumise. Oui, elle s'appelle Ercilia Soudé. Elle interrogeait Sybille Veil sur la baisse d'audience de France Inter depuis le licenciement de l'humoriste Guillaume Meurice, avant de s'en prendre à la chroniqueuse Sophia Aram. C'est le début de cette passe d'armes. On voit à côté de ça qu'on a une Sophia Aram, ça fait 20 ans qu'elle raconte des dingueries, elle a un humour raciste. Est-ce que c'est davantage cohérent avec la ligne éditoriale? Madame Soudé, s'il vous plaît, sinon je vous coupe le micro. Ici, c'est pas le lieu où on insulte les salariés du service public de racistes, d'homophobes. Madame, non, Madame Soudé, non. Voilà, non. Non, voilà, non. Non, mais non. Voilà. On peut continuer comme ça longtemps, Madame Soudé. Et ça a continué, d'ailleurs, Adeline. La tension est même montée d'un cran. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? On a une Sophia Aram. C'est comme ça qu'on parle de citoyens français. On a une Sophia Aram. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une sous-citoyenne? Madame Soudé, c'est une sous-citoyenne, Madame Aram? Une tisane. Prenez une tisane, vous avez entendu? Oui. Voilà, l'audition, elle s'est poursuivie ensuite, plus calmement, et on a appris par ailleurs que Rachida Dati serait auditionnée début février. Un mot, un commentaire, vous qui avez suivi cet après-midi ces auditions, Sébastien Saint-Pasteur? C'était plus calme, plus studieux, et pourtant je pense que le sujet qu'on traite était au moins aussi important. Moi je suis un peu désolé de cette image-là de clash, de buzz, ça fait sourire, c'est divertissant. Est-ce que ça fait vraiment avancer les choses? J'ai un doute.
En plus, là, c'était la deuxième altercation avec Madame Soudé, régulièrement, qui fait des attaques personnelles régulièrement. C'est quand même très dommageable comme image donnée d'une commission d'enquête qui est censée aller à la recherche d'informations, mais pas agresser les gens par principe et par essence. Hein. Mais cette commission d'enquête, on a vu qu'Yaël Braun-Pivet allait adresser un rappel à l'ordre à Charles Laloncle. Le rapporteur fait aussi beaucoup parler de lui. Vous, ce que vous dites, c'est que vous vous désolez un peu du spectacle qui est donné des commissions d'enquête. Vous sortez d'une commission d'enquête sur la santé mentale, donc vous savez un peu comment ça fonctionne et de quoi vous parlez. Est-ce que Yaël Braun-Pivet, par exemple, a raison de s'en mêler en demandant, en adressant un rappel à l'ordre à Charles Laloncle ? Je ne sais pas si Yaël Braun-Pivet a raison de faire ce rappel à l'ordre. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, les commissions d'enquête sont aujourd'hui un peu instrumentalisées pour faire du buzz, alors qu'elles ont une vraie vertu. On a sorti, par exemple, un chiffre sur les défauts de prise en charge d'enfants en situation de handicap à l'école qui a permis, en fait, d'enclencher un recours aujourd'hui. Donc les commissions d'enquête, elles ont des vrais pouvoirs et c'est un outil très précieux pour les députés. Donc si on les galvaude, le risque, c'est qu'on réduise leur capacité de travail et qu'en fait, elles soient dénaturées. C'est pas là pour faire du spectacle. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Merci Marco. Merci à vous. On parlera de l'audiovisuel public demain dans Chaque Voix Compte. Merci Lou, on vous lit dans Paris Match avec à la une cette semaine la Sagrada Familia. Merci Laurent. À demain. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. L'émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30 et elle est aussi sur le site lcp.fr. Tout de suite, c'est Jean-Pierre Gracien et c'est Débat Doc. Excellente soirée sur la 8.